Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des mythes et légendes. Depuis le début de ma chaîne, de nombreuses vidéos ont été vraiment consacrées complètement pour le Seigneur des Anneaux. J'ai même dédié une série entière à la chronologie. Donc je pense que depuis le temps, mes abonnés ont dû comprendre que c'était vraiment une série, un univers, des livres qui me passionnaient vraiment de tout cœur. Cependant, il existe un univers qui peut potentiellement se rapprocher de la passion que j'ai pour l'univers de Tolkien, et je n'en ai jamais parlé sur cette chaîne. Donc c'est possible que ça soit quelque chose dont vous n'êtes pas au courant. Cette vidéo, évidemment, au vu de l'intro, je pense que vous l'avez compris, a pour but de réparer cette erreur et de vous parler aujourd'hui de cet autre univers qui me passionne profondément, qui est l'univers de One Piece. Cette vidéo étant la première vidéo traitant de l'univers de One Piece et comme je pense vous commencez à connaître un petit peu mes mécaniques, cette vidéo aura pour but de vous donner un contexte à l'univers de One Piece. Mon problème par rapport à cet univers, c'est qu'il est différent des autres et que je ne peux pas le traiter de la même manière. En essayant de réfléchir à la manière d'organiser cette vidéo, j'ai constaté en fait qu'il n'y avait pas de date dans l'univers de One Piece et de ce fait, je ne peux pas faire comme les autres univers et vous donner une chronologie pour vous expliquer l'histoire de ce monde. Donc pour cette vidéo, je vais prendre un parti un petit peu différent et je vais en fait vous parler de l'univers de One Piece, mais au temps présent des événements de One Piece. Donc qu'est-ce qui a amené rapidement à ce que le contexte soit tel qu'il est au début du manga? Quelles sont les différentes institutions qui régissent le monde, que ça soit en secret ou officiellement? Et évidemment vous parler de différents aspects pour qu'en fait vous ayez les informations nécessaires pour vraiment comprendre quand je vous raconterai les autres histoires, que quand je dise la marine, le machin, le truc, vous compreniez ce que c'est et pas que vous soyez là en mode ok la marine, ok. Donc vraiment ça va être pour but de vous parler de ces institutions là mais de manière très légère, je vais pas rentrer dans les détails donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Dans cette première partie de vidéo, je vais d'abord prendre le parti de vous expliquer comment en fait la deuxième vague de piraterie a commencé et comment on est arrivé à l'organisation actuelle du monde. Gold Roger, un pirate de la première vague, a été à la recherche d'un trésor d'exception qui était le One Piece. Il finit par le trouver après de nombreuses années, après avoir parcouru Grand Line en entier, mais cependant, malgré l'exploit et la teneur de ce qu'il avait fait, cela resta au niveau de mythes, au niveau des autres populations qui ne croyaient pas vraiment au fait qu'il avait trouvé ce trésor. Cependant, Gold Roger était très malade et atteint d'un mal qui ne pouvait être soigné même par les meilleurs médecins du monde. Il était recherché et après avoir trouvé le One Piece, il fit dissoudre son équipage et il partit de son côté. Quelques années plus tard, l'information passe que Roger a été capturé par la marine, la police des mers en quelque sorte. La réalité est cependant tout autre. Roger s'est rendu à la marine directement, sachant qu'il risquait de mourir, et le fait de se rendre avait en fait pour but de dissuader la marine d'aller à la poursuite de ses anciens compagnons, qui profitèrent de ce moment pour se cacher ou s'enfuir dans un autre endroit du monde. L'exécution de Rogers fut donc mise en place, et avant de se faire tuer, le pirate cria à la foule ces mots après que quelqu'un l'ait interpellé sur le One Piece. « Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Je l'ai caché quelque part dans ce monde. » Gold Roger fut exécuté suite à ces mots et la marine crut en avoir fini avec le règne de l'homme le plus recherché du monde. Cependant, alors que la marine pensait pouvoir contenir cette première vague de piraterie en tuant Rogers, cela eut l'effet vraiment inverse car les mots dits sur le One Piece ne fit qu'amplifier le sentiment des habitants de trouver ce trésor. Nombre de personnes se lancèrent alors dans la piraterie, ce qui lança la deuxième vague de piraterie qui est connue au début du manga One Piece. Dans cette deuxième partie, je souhaitais avant tout vous parler de l'organisation physique du monde de One Piece et géographique. La Terre est sphérique, comme la nôtre, et est composée à 80% d'eau. Ces étendues d'eau sont divisées en 5 mers différentes, North Blue, South Blue, East Blue et West Blue, ainsi que la route de tous les périls, également appelée Grand Line. Grand Line fait le tour de la Terre en ligne droite et est entourée de 2 étendues d'eau appelées Calm Belts. La route de tous les périls est réputée comme étant extrêmement dangereuse par le climat et les monstres marins, mais Calm Belt est tout l'opposé d'un point de vue climatique. Aucun vent ne souffle et les bateaux ne peuvent avancer, et ces eaux sont également infestées de monstres marins, ce qui rend ces étendues parfois plus dangereuses que Grand Line elle-même.
Le monde est rempli d'îles, mais il existe une étendue de terre immense qui fait également le tour de la Terre, mais à la perpendiculaire de Grand Line, appelée Red Line. Cette grande étendue sépare Grand Line en deux parties, le Paradis et le Nouveau Monde. Pour pouvoir accéder à la partie Paradis, il faut passer par un immense cap ainsi qu'une montagne située sur Red Line appelée Rivers Mountain. Pour pouvoir voyager sur Grand Line, il est vraiment impératif d'être muni d'un logpost qui permet en fait à l'équipage de savoir sur quelle île se rendre en utilisant le champ magnétique de cette dernière. Après vous avoir parlé géographie, maintenant il est impératif pour moi de vous parler des institutions du monde qui régissent l'univers de One Piece. Le gouvernement mondial est une institution fondée il y a de cela 800 ans par les 20 lignées royales du monde dans la ville de Marijois sur Red Line. Elle compose presque l'intégralité des nations qui forment une alliance et elle est dirigée par le Conseil des 5 étoiles. Le but de cette institution au final est de faire régner la paix entre les 70 nations qui ont décidé de s'allier sous cette bannière. Cependant, en réalité, le gouvernement mondial est fortement corrompu et il n'agit que pour ses réels intérêts et parfois leurs interventions sont très floues pour les habitants du monde de One Piece. Le gouvernement mondial protège également par-dessus tout les dragons célestes, habitants de Marijois et descendants des premiers fondateurs du gouvernement mondial. Ils sont au-dessus des lois et peuvent faire ce que bon leur semble avec les habitants de ce monde, comme les réduire en esclavage par exemple. En dessous du Conseil des 5 étoiles, il y a le commandant en chef, Kong, qui est à la tête des Shichibukai, les grands corsaires, la marine ainsi que le Cyberpool. Le Cyberpool, c'est des assassins d'élite en fait qui agissent dans l'ombre pour parfois des raisons un petit peu nébuleuses et pas très claires, allant jusqu'à parfois assassiner des gens même s'ils n'ont rien fait. Maintenant, j'ai cité la marine ainsi que les Shichibukai, les grands corsaires dans la description de ce que fait le commandant Kong. Je vais en premier vous parler de la marine qui est en fait le bras armé du gouvernement mondial. La marine est la force militaire du gouvernement mondial et est présente dans le monde entier sous la forme de sous-divisions, même si la plus grande majorité des forces armées sont présentes dans le Nouveau Monde, la zone la plus dangereuse. Le peuple a une vision plutôt positive de la marine car ils sont considérés comme les protecteurs des royaumes face aux méchants pirates qui sévissent en mer et en effet, la marine est fortement armée et également dotée de nombreux navires de guerre. La marine est composée de la manière suivante. Tout en bas de la hiérarchie se trouvent les hommes de corvée ainsi que les première, deuxième et troisième classes qui sont les nouvelles recrues. Ensuite, nous pouvons retrouver les caporaux, les sergents et les sergents-chefs qui sont dirigés par des adjudants-chefs. Ensuite, au-dessus des adjudants-chefs se trouvent tous les officiers de marine, commençant par les sous-lieutenants, les vice-lieutenants et les lieutenants, dirigés par les commandants, les lieutenants-colonels et les colonels. Pour vous donner un exemple, Smoker, que nous pouvons voir dans les premiers tomes de One Piece, est un colonel. Nous trouvons au-dessus des colonels les sous-amiraux, les contre-amiraux et les vice-amiraux, dont Garp, le grand-père de Luffy, fait partie. Les amiraux arrivent ensuite et ils font partie des forces les plus fortes de la marine. Nous pouvons citer Akainu, Kizaru ainsi qu'Aokiji. À ce jour, aucun amiral n'a été vaincu par Luffy pour vous donner un petit exemple de leur puissance. La marine est finalement dirigée par un seul individu, l'amiral en chef qui répond au nom de Sengoku. La marine est donc l'une des forces armées du gouvernement mondial aux côtés du Cyberpool, mais comme j'en ai parlé un petit peu auparavant, il existe une autre catégorie qui est celle des grands corsaires, les Shichibukai. Les grands corsaires font partie d'un groupe de pirates, 7 pirates extrêmement puissants, qui ont conclu un accord avec le gouvernement mondial. Ils font également partie des 3 grands pouvoirs aux côtés des empereurs, dont nous allons parler juste après, ainsi que des quartiers généraux de la marine. Malgré leurs accords avec le gouvernement et leurs promesses de travailler pour eux, les grands corsaires vont très fréquemment à l'encontre des lois et des ordres, restant malgré tout des pirates. De par leur affiliation au gouvernement mondial, nombre des pirates les détestent profondément, mais ils les craignent également beaucoup. Les grands corsaires sont des hommes et femmes qui ont déjà voyagé dans le Nouveau Monde et qui ont déjà affronté des pirates extrêmement puissants comme les empereurs par exemple. Par ailleurs, pour être choisi Shichibukai et grand corsaire, il faut qu'une place se libère car leur nombre ne dépasse jamais 7, et il faut également par exemple avoir été choisi soit par la marine soit pour le gouvernement mondial, ou alors avoir fait une action particulièrement remarquable. Trafalgar Law par exemple a ramené le cœur de 100 pirates de renom au gouvernement mondial. Le pirate doit également jouir d'une prime très élevée et avoir une influence sur le monde pour pouvoir être nommé grand corsaire.
Après avoir été nommé Shichibukai et grand corsaire, le pirate doit impérativement honorer les accords conclus avec la marine et faire en sorte de faire régner la paix en contrôlant les pirates presque par la terreur. De plus, ils doivent également assister aux réunions, aux combats quand la marine et le gouvernement mondial les appellent, comme par exemple ça a été le cas à Marineford. Avant l'ellipse des 2 ans, les personnes qui composaient les grands corsaires étaient Moria, Doflamingo, Bartolomeo Kuma, Dracul Mihawk, Boa Hancock, Jinbei ainsi que Crocodile. Après l'ellipse et après de nombreux événements impliquant Luffy, de nombreux grands corsaires ont été démis de leurs fonctions. Les empereurs sont au nombre de 4 et ils sont les pirates les plus puissants et les plus influents de cette génération. Ces pirates ne sont pas alliés entre eux, bien au contraire, ils ont plutôt tendance à s'affronter le plus souvent possible, mais ça arrive qu'on puisse dénoter certaines alliances qui ont eu lieu entre eux. Ce sont des pirates tellement puissants qu'ils ont plusieurs centaines d'hommes à leurs ordres, et également de nombreuses flottes de navires. Leur puissance est telle qu'ils peuvent placer des îles et des royaumes entiers sous leur protection, et être sûrs que jamais aucun pirate n'osera s'attaquer à ces terres. Ils peuvent faire ce que bon leur semble, et même la marine n'ose s'attaquer à eux. Seuls certains grands corsaires peuvent faire le poids face à ces monstres de puissance, comme par exemple Mihawk face à Shanks, mais cependant l'équilibre du monde formé entre les grands corsaires, la marine et les empereurs fait en sorte que ces derniers ne prennent jamais vraiment le contrôle du monde. Leurs primes sont parmi les plus élevées et ces primes peuvent être mesurées par la puissance de l'empereur, mais également par son influence et ses connaissances. Avant l'ellipse, nous pouvons citer les 4 empereurs suivants, Kaido les 100 bêtes, Big Mom, Edward Newgate dit Barbe Blanche et Shanks le Roux, le mentor de Luffy. Enfin, pour finir, la dernière force qui agit dans l'ombre est l'armée révolutionnaire. Il s'agit d'une puissante organisation militaire indépendante qui s'oppose aux actions du gouvernement mondial. Leur but est de combattre ce gouvernement qui, selon eux, domine le monde, et ils veulent abattre le Conseil des 5 étoiles ainsi que les dragons célestes qui font plus de mal que de bien aux populations. Leur but est donc de défendre, de protéger et de rallier différents royaumes et îles à leur cause, des royaumes qui ont en fait été abandonnés par le gouvernement mondial aux attaques des pirates. En parallèle de ça, ils ont un système d'écoute qui est vraiment très développé, et ils en profitent toujours pour essayer de libérer le plus d'esclaves possible sur leur passage. L'organisation est dirigée par Monkey D. Dragon, le père de Luffy, mais on peut également citer parmi les membres les plus remarquables Sabo, le frère adoptif de Luffy, mais aussi Imperio Ivankov, la reine du royaume de Queue d'Étrave. La vidéo touche à présent à sa fin, je vous remercie vraiment de l'avoir regardée. C'est vraiment une vidéo qui est plus comme un glossaire, limite, sur les informations qu'on a. Et j'espère vraiment que ça vous aura aidé à voir un petit peu plus clair. Je sais que One Piece c'est quelque chose qui est très connu pour le coup. Je le fais vraiment pour les gens qui connaissent pas One Piece mais qui veulent quand même regarder les vidéos que je ferai à ce sujet-là. Et pour ceux qui ont regardé mais que ça fait longtemps, ils ont plus trop en tête, ça vous permet de vous remémorer un petit peu les différents éléments. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des suggestions pour les prochains épisodes de Mythes et Légendes, du Panthéon des héros mais également du Bestiaire fantastique. Et en attendant, si vous avez aimé, mettez un like, un commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous, etc. Et en attendant, moi je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo.